avec tout le respect que je lui dois, vu que c'est un grand entrepreneur, un créateur d'emplois, de richesses au Bénin. Parce que là, je suis en déplacement, j'avais même pas mon disque dur avec moi, je me suis pris le temps de refaire des recherches et trouver des éléments parce que c'est pas aujourd'hui que nous avons essayé de comprendre ce qui se passe dans certaines structures qui sont des structures étatiques qui ont été créées pour gérer euh, les infrastructures au Bénin. Sur la finance, sur la CIRAT. La CIRAT gère les finances de ces projets via un modèle de financement hybride reposant sur plusieurs piliers. La société mobilise des fonds principalement à travers des emprunts bancaires, ce qui conduit à un niveau d'endettement élevé, 724,57 milliards de francs CFA cumulés entre 2018 et 2024, la plaçant en tête des entreprises publiques béninoises en matière de dette. Puis également sur des financements publics provenant du budget national et des partenaires techniques et financiers internationaux tels que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'AFD, c'est-à-dire l'Agence française de développement, la BEI et la BOAD. Le ministère de l'économie et des finances joue un rôle central dans la structuration de ces financements. Mais quand on lit ça, là, M. Rouard Croisé, on a du mal à croire ce que vous venez de nous dire qu'en réalité, la CIRAT est financée par l'encaissement des autoroutes que vous gérez et c'est grâce à ça qu'on a pu faire des infrastructures et plusieurs projets. Imaginez-vous, les éléments que je sors sont des éléments disponibles et publics et qui sont basés, ce n'est pas des enquêtes c'est pas des enquêtes d'une société, d'une structure, c'est sur la base de ce qui a été mis. À quel moment, en fait, comment la CIRAT arrive à être la structure la plus endettée? Il y a des questions qui se posent quand même. Tout à l'heure, quand j'ai sorti dans les commentaires, j'ai dit la CIRAT est toujours sur le modèle du PPP au Bénin, comme la CIMO et d'autres structures. Il y en a qui ont dit non, c'est faux, parce que le DG est nommé en Conseil des ministres. Voici le niveau où nous sommes. Nous parlons du modèle de financement et il y a des gens qui nous disent que non, non, c'est faux parce que le DG est nommé en Conseil des ministres. Moi, j'ai du mal. Vous savez, lorsque nous faisons des débats, monsieur Regard Croisé, le but ici, c'est pas de venir nous étaler vos réussites. Si vous avez envie d'étaler vos réussites, vous savez ce que vous faites? Vous payez Forbes Africa, ils vont faire des articles sur vous. Vous payez Ecofin, ils vont faire des articles sur vous. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même payer des radios, des télévisions comme FIP Radio, là, et BIP Radio plutôt, ils vont faire des articles sur vous. Parce que les éléments que vous avez sortis, moi j'ai créé ici, ça n'a rien donné dans le débat, à part montrer votre ego. Chaque fois que vous prenez la parole, moi j'ai fait, ma mère elle est telle, on s'en fout. On s'en fout totalement. Nous sommes en train de parler de la gestion du pays et quels bénéfices il y a pour les Béninois. On s'en fout que vous ayez créé 300 000 emplois, vous, Regard Croisé. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le jour où nous aurons besoin de ça, on va faire un live spécial, on va vous inviter, vous allez venir en caméra, vous n'allez plus vous appeler Regard Croisé, vous allez nous donner votre véritable nom, votre visage, et on va faire Atalakou pour dire, voici un Béninois qui a créé de l'emploi au pays. Et c'est ça qu'on va parler. Ne venez pas dans les débats pour dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. On s'en fout. Et en plus, vous dites des bêtises. Comment la CIRAT se retrouve endettée si on vous écoute, si on reste à ce niveau-là? Les éléments sont... Et qu'est-ce qui a créé un débat au lieu en 2025 à l'Assemblée nationale quand les députés de l'opposition ont commencé à poser des questions sur la gestion de la CIRAT? On n'a jamais eu les réponses. Donc là, la CIRAT, un modèle, d'après ce qu'on vous écoute, et on retrouve l'AFD, mais c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure.
Il n'y a pas un projet au Bénin ou la majeure partie des projets au Bénin, même le chiffre dont on parle là, on retrouve l'AFD. Et votre réponse, c'est de dire non, les chambres sont belles, il y a une infrastructure, c'est mieux que d'être en paille. Est-ce que ça, c'est pour le bénéfice des Béninois? On préfère ne pas avoir un chic. Je vais vous dire la réalité. On préfère ne pas avoir un chic et qu'au Bénin, on soit capable de soigner la drépanocytose pour sauver les milliers de Béninois qui meurent de la drépanocytose que de pouvoir vacciner des enfants contre le cancer de l'utérus, dont il y a à peine 20 personnes qui sont touchées au Bénin chaque année. Voici les politiques sanitaires dont on a besoin. Ce n'est pas d'un chic. On préfère ne pas avoir un chic et qu'au lieu qu'il y ait des dialysés qui soient en train de mourir chaque jour et qu'on est obligé de faire des lives, que Habib Arandessi est obligé de rester une semaine en live pour réunir des millions pour sauver une jeune fille qui est touchée parce qu'elle a des problèmes d'insuffisance rénale. Et je vais aller plus loin et en touchant votre orgueil parce que vous êtes tellement orgueilleux, on va y aller. Vous êtes un créateur, vous êtes un acteur économique. Mais monsieur, au lieu de venir nous étaler toute votre réussite dans les lives, lorsque Habib Arandessi fait des lives comme ça, vous savez ce que vous devez faire? Prenez une part des bénéfices de votre société et allez donner à ces personnes-là qui sont dans une difficulté. Et l'État béninois avec lequel vous travaillez pourrait même aller encore plus loin. C'est que ce que vous donnez dans ce cas-là, il vous l'amène en crédit d'impôt. Ça existe dans d'autres pays. Arrêtez de nous amuser. Je ne sais pas c'est quoi votre but. C'est qu'après que vous avez fini votre réussite financière, vous voulez faire de la politique et vous pensez que c'est en arrivant dans les lives et en prenant la parole en disant que non, il y en a un tel qui faut s'y faire. Oui, on est dans la distraction. Qui est dans la distraction dans ce pays? Qui fait des Wheelers et il y a qui soutient des Guinness records avec des centaines de personnes qui sont en train de s'aligner pour aller demander de l'argent alors qu'on n'arrive pas à avoir des écoles dignes de ce nom et encore des élèves qui s'assoient par terre pour pouvoir étudier dans des localités qui sont des grandes agglomérations du pays. Qui amène les Béninois dans la distraction? Ce n'est pas la distraction lorsque sur les médias gouvernementaux officiels, on fait la publicité du PFL, c'est-à-dire du MMA. Ce n'est pas la distraction, ça? Ce n'est pas la distraction qu'on a un mélange des gens qu'à un moment donné, il y a une agence qui est une agence privée de communication. On ne sait pas si elle est là pour le gouvernement ou bien en même temps, elle est en train de faire la publicité à un show, je ne sais pas quoi, là, le jeune, là. Ce n'est pas la distraction qu'on utilise un hélicoptère de l'armée béninoise pour aller amener un jeune pour passer de Alada à Porto-Novo ou bien de Alada à Ouida, alors qu'on n'est pas capable de faire décoller des hélicoptères quand il y a des gens qui sont en train de se faire jack par les terreaux dans le nord. C'est pas ça la distraction. Ça, c'est pas la distraction. Arrêtez. Vous croyez que vous avez trouvé vos cobayes pour pouvoir traiter votre capacité de débat sur nous? Vous vous êtes trompé, monsieur. Engagez-vous en politique. Allez là-bas, à l'Assemblée avec eux, allez discuter. Arrêtez ça. C'est monsieur Djossou parce que il a une réelle vision de la démocratie. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de démocratie au Bénin. Depuis 1990, ça a été une supercherie. La conférence nationale, ça n'a été qu'une véritable supercherie. Et voici les conséquences que nous sommes en train de payer ici. Il y a 2 jours, j'ai pris la parole pendant 30 minutes pour expliquer pourquoi j'arrivais à dire ça. Et je continue à dire ça. Merci, monsieur Djossou. Moi, je vais descendre. Je voulais refaire ce recadrage-là. Je n'ai même pas besoin d'attendre de réponse de qui que ce soit. C'était important de dire que ce que monsieur Regard Croisé veut nous expliquer, que ce sont les paiements des autoroutes au Bénin qui financent les routes, ce n'est pas totalement vrai. C'est surtout les emprunts à l'extérieur et à l'international qui sont en train de financer ces routes et les preuves sont là. Merci. Ok, merci beaucoup. On va permettre à M. Tibus, ça fait plusieurs fois que je le mets en attente. M. Tibus, est-ce que vous m'entendez? Oui, prenez la parole maintenant, sinon. Et puis, désolé pour tout le temps. Là. Non, ça se comprend bien. Je crois que Je vais vous dire quelque chose, et ça, c'est une confidence. Je vais vous le dire de façon claire.
pour ceux qui comprennent, font de la prospective, doivent comprendre que si nous étions à l'ère avant 2016, et si nous devons comparer la vie économique que nous avons connue par le passé, et si nous avons gardé le même élan, le Bénin serait claqueméré économiquement aujourd'hui. Serait à l'instar aujourd'hui du Congo-Brazzaville où les perméabilités et les insolvabilités seront pratiquement fermées pour faire face à la dette. Il y a quelque chose que le Béninois ne comprend pas, que l'étroitesse même de notre économie, c'est-à-dire les perméabilités économiques, ne font que se rétrécir chaque année, compte tenu de l'endettement croissant, des grandes crises que l'humanité a traversées et continue de traverser. Déjà la crise des suprêmes 2007-2008, qui n'ont jamais été régulées par les banquiers centraux. La crise de la Covid que nous avons traversée difficilement, qui ont touché l'offre et la demande. La crise de l'énergie. Malgré ça, le Bénin reste toujours avec une excellente signature. Ça veut dire qu'après tout, il y a une gestion qui ne dit pas son nom. Mais ne disons pas à ceux qui travaillent au restaurant de ne pas racler de temps en temps le fond des marmites. Quand tu travailles au restaurant, mais c'est normal que de temps en temps, j'ai pas vu quelqu'un qui travaille au restaurant à la fin de sa vacation me dit qu'il a faim. Mais quand tu rentres à la cuisine, tu racles un peu, tu manges. C'est normal. Nous ne pouvons pas comparer, dire que les élites qui nous gouvernent ont une vie plus aisée que la basse classe. Oui, toujours, dans n'importe quelle civilisation, toujours des pauvres et des riches. Déjà, il faut comprendre que la démocratie elle-même et le capitalisme a créé quoi? Des inégalités cognitives et sociales. Monsieur B. Africa le connaît très bien. Il y aura toujours des riches quelque part, il y aura toujours des pauvres toujours. Mais qu'est-ce qu'un État fait? L'État a le droit régalien de remonter économiquement pour toutes les classes sociales, à ce qu'au moins les conditionnalités de base, les systèmes socio-fonctionnels soient un accès pour chacun d'entre nous. Et que les marmites se portent bien pour nourrir les veuves et les orphelins. Et que l'éducation soit aussi une certaine réalité. Parce que sans l'éducation, il n'y a pas de bifurcation intellectuelle. Donc du coup, pour le faire, ça passe par des étapes toutes. Je cite aujourd'hui, ont besoin du calcul, ont besoin de la monétisation, ont besoin de quantitativiser cela, ont besoin de l'argent. Et donc, avec les dettes croissantes que nous avions avant, plus celles que nous pouvons aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous savez, aucun État ne peut exceller sans la dette. Parce que le PIB, ce que nous avons annuellement dans chaque pays, ne permet pas aujourd'hui de faire face à des besoins pressants de la population qui ne fait qu'augmenter chaque année, avec des défis énormes sur le plan climatique qui rétrécissent aussi nos rendements agricoles et économiques chaque année. Donc du coup, il faut comprendre, il faut dire aux Béninois qu'il y a eu un effort, ça c'est vrai, irrévocablement indéniable. Il y a eu un effort colossal par ce régime de Patrice Talon. Et ça, je reconnais. Maintenant, bon, et quand on dit que oui, il y a eu aussi pour qu'on puisse arriver à ce que nous avons aujourd'hui, même si on pense qu'on n'a pas encore tout, qu'on a des difficultés aujourd'hui, ça, je suis tout à fait d'accord avec le Béninois qui dit j'ai du mal aujourd'hui à trouver peut-être de l'emploi. Oui, c'est normal. Parce que si c'était avant, si on devait garder la même macroéconomie qu'à ce jour, mais ça devait être le chaos au Bénin. Nous poussons petit à petit. Et nous essayons de lutter contre l'entropie économique et naturelle que chaque pays est obligé de vivre. Et je pense que, eu égard à ça, il y a quand même de la félicité. Il y a quand même un encouragement pour ce qui a été fait. Je ne dis pas que tout est rose, parce qu'on n'arrive jamais à porter tous les besoins pour toute une population qui demande l'hôpital à midi et veut avoir l'ambulance à 14h30. Donc, du coup, il faut monétiser la chose. Il faut des rétentions tertiaires. Il faut des technocrates pour voir quelles sont les orientations. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut, pour Patrice Talon et son gouvernement, il a fallu ce qu'on appelle la dictature des priorités. Parce que tout était à zéro. Il faut repenser l'économie à tous les niveaux. Maintenant, il faut passer par la dictature des priorités. Mais en 10 ans, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est clair. Maintenant, ça va continuer parce qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de fermer les trous, il y en a d'autres qui s'ouvrent derrière vous. Le trou de climat ne fait que monter. Vous avez lu le rapport du GIEC et les conséquences désastreuses que cela va engendrer dans les années à venir. Et vous savez aujourd'hui la géopolitique que nous vivons, si jamais aujourd'hui il y a une guerre entre l'Iran et autres, là, vous savez les conséquences que nous allons
devoir aussi traverser. Et vous avez vu aussi le déferlement inéluctable de l'emploi que l'intelligence artificielle est en train de créer aujourd'hui. Il faut aller plus vite que ça. Moi, si je dois dire quelque chose dans ce rapport, je dirais que bon, oui, ils sont passés par la dictature des priorités, mais les choses essentielles pour moi, c'est d'abord l'éducation et qu'on doit avoir des grandes écoles parce que nous ne voulons pas avoir des projets court-termistes qui sont budgétivores, qui sont pour la plupart, les investissements sont spéculatifs. Je veux qu'on ait des grandes écoles et par ces écoles, nous pouvons créer des pépites de demain, capables de pouvoir bifurquer économiquement et créer des rétentions tertiaires pour que nous puissions accroître véritablement l'économie de notre pays. Mais il a fait quelque chose, je le félicite et je le soutiens. Mais il y a un rapport qui parle de certaines choses et je reconnais que dans le rapport, il y a eu des manquements. Mais on ne pouvait pas casser parfois, faire des omelettes sans casser des œufs. Il a fallu parfois, par des dictatures de priorité, des musulmans, c'est fort possible. Mais l'essentiel, nous devons être fiers de là où nous sommes aujourd'hui. Et qu'il y a encore du chemin à faire. Okay. Merci beaucoup. Toto Bing, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bien, Africa. Ah, ok, Monsieur Zohon, vous êtes prêt? Monsieur Zohon, vous êtes prêt maintenant? Il peut venir après moi. Comment? Oui, mais Monsieur Toto, les amis, s'il vous plaît, c'est moi qui gère le panel. Gardez vos micros fermés. Ok, non, Monsieur Zohon, vous pouvez y aller d'abord. Monsieur Toto Bing, parce que Monsieur Zohon était là avant vous, c'est parce qu'il n'était pas disponible pour prendre la parole. Oui, je suis désolé, Monsieur Toto, vous allez m'excuser. Mais j'étais là. Et là où j'étais, il y avait un peu d'écho. Donc, pour éviter le désagrément aux auditeurs, j'ai préféré attendre d'être dans cet enseignement. Je vous en prie, allez-y. Ok, merci beaucoup pour votre diligence. Bon, Monsieur Biafrika, vous savez, bon, ce rapport, nous l'avons lu il y a quelques jours. Nous l'avons lu. Bon, d'ailleurs, c'était les signes étaient déjà annonciateurs. Nous avons aussi eu accès au rapport même des observateurs préalables de l'ONU. Ça, on l'avait déjà vu. Ce qui est étonnant, c'est que ce rapport vient en contradiction, par exemple, avec le rapport des observateurs qui étaient là pendant les élections. Pendant les élections, on a eu des observateurs internationaux qui nous ont dit un message codé. Ils nous ont expliqué que ce qui se passe au Bénin respecte strictement les lois béninoises. Ça fallait le comprendre. Ça ne veut pas dire que ça respecte les principes de la démocratie, ça ne veut pas dire que ça respecte les principes de droit international, ça ne veut pas dire que ça respecte les principes du droit de la liberté d'expression, de la possibilité et même de la consultation populaire. Ça ne veut pas dire ça. Ça, on l'avait bien compris, malgré ce qu'on a essayé de nous faire passer en mettant ces personnes-là en avant. D'ailleurs, même je dénonce ça juste même par rapport à des observateurs de la Russie qui, eux, ils étaient là parce qu'ils sont dans une position clientéliste purement, parce qu'ils sont là pour leur business, puisqu'aujourd'hui, ils ont des rapports commerciaux avec le Bénin. Ça, c'était des choses à dénoncer. Maintenant, si nous devons être pragmatiques, oui, ce rapport nous dépeint une réalité qui est au Bénin, qu'on ne peut pas négliger, on ne peut pas la mettre au second plan. Et on ne peut pas se permettre de dire que non, on ne peut pas faire d'omelettes sans casser des œufs, parce qu'ici, ce ne sont pas des œufs, ce sont des êtres humains, ce sont des familles, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants. C'est-à-dire, c'est la première richesse de la nation béninoise. C'est tout d'abord la population ou bien les ressources humaines. Ça, c'est très important. Mais ce que je viens d'entendre, un discours kilométrique avec des diatribes qui, à mon sens, ne révèlent aucune réalité en termes de vision. Je suis désolé. Il y a une chose qu'on peut annoncer quand on nous parle, parce que moi, je suis étonné par ce que nous a dit M. Regard Croisé. Il nous parle de rétention tertiaire. Je pense que le Bénin n'a pas besoin de rétention tertiaire. On a surtout besoin de main-d'œuvre qualifiée
pour arriver à faire de la production qui soit créatrice de richesse, de la transformation sur place, qui puisse en fait non pas être une transformation qui doit être vouée à l'export pour avoir en fait des bénéfices de rente. Aucun pays ne se développe sur des bénéfices de rente. Ça, c'est assez faux, ça. On nous a fait croire ça. Aucun pays ne se développe sur des bénéfices de rente parce qu'à un moment donné, nous allons avoir l'économie intérieure qui est totalement asphyxiée. Et quand on nous dit que, est-ce que vous avez déjà vu des restaurateurs qui ne peuvent pas racler le fond? Ici, le restaurateur, si nous gardons cette image-là, les restaurateurs ne se sont pas seulement contentés de racler les fonds ou de mettre le doigt dans le pot de miel. Ils l'ont bu tout entier et par contre, ils ont laissé le pot vide aux 14 millions de Béninois. Si nous regardons tous les montages économiques qu'il y a eu sur les différentes agences et les sociétés qui ont été créées au Bénin depuis 2016, puisque visiblement 2016 est devenu le repère et la pendule de l'histoire du Bénin, ce qui est dommage, d'ailleurs, qui n'est pas une réalité. Le Bénin n'a pas commencé à vivre en 2016, c'est totalement faux. Ce qui est fait depuis 2016 est sur la base de ce qui a été fait avant. Maintenant, le sujet ici, ce n'est pas de faire des comparaisons entre les bilans des uns et des autres. C'est de regarder quel a été le bénéfice de... Et c'est la gouvernance la plus récente qui arrive à sa fin. Et donc, c'est sur celle-là qu'on va parler et pour pouvoir regarder vers l'avenir. Oui, il y a eu des réformes qui étaient nécessaires, qui étaient des réformes qui avaient leur sens et qui étaient obligatoires. Qui que ce soit celui qui allait être au pouvoir, la situation mondiale, le temps où nous vivons, obligeait toute personne qui aurait pris les rênes du Bénin à passer par là. Qui, dans le monde entier, quel qu'il soit, peut aujourd'hui ne pas passer par la digitalisation? Qui, dans le monde entier, ne pourrait pas passer en fait par des réformes structurelles de son administration? Et encore, il faut regarder les effets sur le terrain. Il y a ce qu'on annonce. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes. Au Bénin, on a une institution, des statistiques sur lesquelles on dit qu'on doit pouvoir, en fait, dans le lieu de la transparence, aller voir tous les éléments sur la gestion du Bénin, c'est-à-dire que nous pouvons voir combien a coûté chaque projet, etc. On n'a pas ces retours. On les a pas. Quand on voit des fonds publics investis dans la restauration d'hôtels de 5 étoiles, qui sont supposés être des partenariats publics-privés et qu'en réalité, quand nous creusons un petit peu, l'État béninois a à peine 5, 2 et dans certains cas 10%. Quand on construit une cité ministérielle avec des emprunts obligataires dans lesquels c'est au nom de l'État béninois qu'on fait que ce même État béninois devient locataire de cette cité ministérielle, on est toujours dans une bonne gestion, évidemment. Et on nous dit que non, ce n'est que des dégâts collatéraux sur aujourd'hui, que certains qui ont pu servir le pays, ils puissent racler les fonds de casserole. Ce n'est pas des fonds de casserole qu'on est en train de racler ici. On a vu, il y a des personnes qui sont en prison. Pourquoi? Parce qu'on a pu démontrer par A plus B, par des informations sorties par le gouvernement lui-même qui les a après enlevées de l'Internet, qu'on a déguerpi des personnes et selon la méthodologie ou bien les règles qui ont été décidées par le même gouvernement, on n'a jamais indemnisé ces personnes. On a dit que c'était des terrains qui sont entrés dans le domaine public et la finalité, c'est pour en faire des résidences qui deviennent des résidences privées. C'est ça les réalités qui sont là. On a fait un investissement où, moi le premier, je me suis dit, la cité de Rwando, pourquoi pas? Oui, ça peut être une bonne transition pour dire que les Béninois vont avoir accès à un habitat décent. Cette cité est construite jusqu'à aujourd'hui, elle est vide. Aucun Béninois, lambda, même fonctionnaire, qui serait un cadre moyen a la possibilité d'avoir l'accessibilité à ces logements-là. Alors pour qui on les construit?
On va nous dire que c'est une vision. La vision aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Bénin devienne en réalité la destination des milliardaires du monde entier et que les 14 millions de Béninois ne puissent même pas profiter du fruit. Et les Béninois resteront à faire quoi? Balayer, nettoyer. C'est ça la création d'emplois qu'on est en train de nous donner. On nous a dit que nous étions un désert de compétences. Et pendant 10 ans, on n'a pas été capable de créer une école technique pour dire qu'on va pouvoir restructurer le domaine, rien que le domaine de l'agriculture. Et vous justifiez par aujourd'hui les défis climatiques, mais arrêtez ce leurre-là. D'abord, le rapport de GIEC est remis en cause par d'autres scientifiques éminents, dans certains cas, parce que le rapport du GIEC ne concerne pas le monde entier, et vu quand même que c'est quelque chose qui est strictement franco-français. Il y a des chansons, avant d'aller même dans les défis climatiques. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, nous ayons des difficultés pour alimenter les rizières qui sont dans le zoo, dans la zone de Dassazoume, Glazoué et tout ça? On a des rizières. Moi, personnellement, je me suis déplacé dans les champs pour aller rencontrer ces agriculteurs-là. Et je leur ai posé une question. Comment irriguez-vous vos champs? Ils m'ont regardé stupéfait. Irriguer? Mais pourquoi irriguer? Nous attendons qu'il pleut. Je dis, mais le zoo est à moins de 3 km d'ici. On ne peut pas créer, en fait, des canalisations pour irriguer. Je dis, mais moi, je suis surpris. Il y a quelques années, je suis allé au Vietnam. Le Vietnam fait 3 récoltes de riz par an. 3 récoltes de riz par an. 3 récoltes. Et en termes de sources, c'est-à-dire que capacité, je parle des rivières qu'il peut y avoir, le Vietnam n'est pas absolument pas beaucoup plus fourni que le Bénin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des choses concrètes. Donc, on arrête de venir nous réciter parce qu'on s'assoit pour regarder des débats franco-français sur BFM, LSI, CNews, etc. Et on vient jouer les intellectuels ici. Ça nous fatigue. Moi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être strictement pragmatique. Nous avons une richesse qui est simple. Je reparle toujours de la zone dépolluée. D'accord? Le granit qui est là-bas. L'exploitation. Les gens cassent encore les cailloux à la main pour faire des pavés et des graviers. Personnellement, on a monté des projets pour dire non, on a la possibilité, avec un investissement de moins de 100 000 euros, de pouvoir avoir des machines pour transformer ces graviers-là de façon rentable. Que ce soit en carreau, que ce soit en pavé, que ce soit en gravier. Non. Les priorités ne sont pas là. C'est ça la dictature des priorités. La dictature des priorités vient sur le fait que, au lieu d'avoir justement des investissements dans une vision de dire on va faire la création d'emplois pour permettre aux personnes qui sont dans chaque zone ou bien dans les zones même prioritaires qu'on choisit, parce que je voudrais bien voir les zones prioritaires qu'on a choisies. Même le coton sur lequel on se tape la poitrine là. Vous voulez qu'on aille voir les conditions de production du coton? Vous nous parlez de défis climatiques. Aujourd'hui, la difficulté de la situation du secteur agricole au Bénin, ce n'est pas le défi climatique. Le défi climatique est dans le monde entier, pourtant il y a des pays qui arrivent à produire. Ce n'est pas le défi climatique. C'est tout simplement parce que les intrants sont le monopole d'un seul consortium, d'une part. D'autre part, je ne parle même pas des produits fertilisants qui sont cancérigènes et qui sont interdits dans d'autres cieux et qui sont utilisés au Bénin. Vous voulez qu'on en parle de ça? Non, personne ne va oser en parler. Il n'y a personne sur ce live-là qui va avoir les couilles de dire qu'il y a le glyphosate qui est en train de tuer des milliers de Béninois. Ça, vous ne pouvez pas oser le dire. Parce que ceux qui sont en train de racler les casseroles, ils risquent de vous taper sur les doigts et vous ne pourrez pas avoir les miettes qui sortent des casseroles. Ça, c'est les réalités du Bénin. Et le glyphosate, nous en parlons depuis 2014. Il y a des gens qui ont été mis en prison pour avoir parlé de ça. Il y a des gens qui ont été obligés de fuir du pays parce qu'on dit non, c'est le monopole de quelqu'un, il ne faut pas y toucher. Vous voulez qu'on parle de choses réelles?
Premier pays producteur de coton, les conditions de transport du même coton, des camions vétustes qui font des accidents à tout va, avec des dizaines de morts à chaque instant. Vous voulez qu'on parle de ça aussi? Ça, c'est les réalités du Bénin. Et lorsque ces camions-là traversent le pays, on a des milices armées qui empêchent les Béninois de pouvoir traverser les rues. Ça, ce n'est pas des choses qu'on a racontées, c'est des choses qu'on a vues. Parce que lorsque nous venons au Bénin, nous ne restons pas dans les salons feutrés de l'hôtel diplomate ou de tel hôtel à Cotonou. Nous mettons nos sandales et nos portes et on va jusque dans la poussière pour voir ce qui se passe. Dans cette quête de voir la réalité, on a failli perdre la vie parce qu'on a des trous béants sur une route inter-État qui est supposée avoir été refaite. Cette même route qui a donné la mort à un ministre de la Nation et qu'on est supposé avoir réparé. Et cette route encore qui cause encore des accidents. Oui. La route de la Marina, elle est magnifique. Il n'y a pas de souci. Mais cette route inter-État qu'on arrive dans le croisement entre Parou et Boïcon, vous avez déjà traversé ça? Les cratères qui sont larges comme une voiture, plus larges qu'un puits, que les gens sont obligés d'éviter à 100 km/h, 110 km/h. C'est ça les infrastructures qui sont prêtes? Mais c'est ça la réalité. Monsieur Zohon, c'est ça le... Oui, oui, encore une minute pour votre premier tour de parole. Je vais revenir à vous. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais bien aimé lui apporter quelques éléments de réponse, si vous le souhaitez. Non, je n'ai pas d'éléments de réponse. Vous n'avez aucun élément, vous n'avez plus d'éléments. Monsieur. Il n'y a plus d'éléments. Attends. Il n'y a plus d'éléments, s'il vous plaît. Monsieur Zohar, je vous respecte beaucoup. Hein. Vous savez très bien que je n'ai pas eu des propos à votre égard. Je vous respecte véritablement. Vous avez sorti quand même des affirmations, il y a pas mal de choses et qu'il faut qu'on apporte des éléments de réponse parce qu'il y a les Béninois qui vous écoutent. Quand vous dites qu'il n'y a pas de redevabilité. Monsieur Josso, vous ne pouvez pas permettre ça, monsieur Josso. Mais attends, nous sommes sur un débat. Pourquoi vous voulez justement tordre le cou afin de pouvoir orienter un débat sur vos désidérata? Mais c'est un débat. Pourquoi vous voulez tordre le cou pour arriver à votre désidérata? Mais quand même. Regarde, laisse-toi finir. Je pense que aujourd'hui, j'ai eu le calme, la patience, contrairement d'habitude. Alors peut-être que je suis dans un bon jour ou un mauvais jour, de pouvoir vous supporter jusqu'au bout, vous écouter, fermez votre... C'est plutôt moi qui vous avais supporté, hein, mais avec beaucoup plus d'intelligence. C'est moi qui vous ai supporté, donc tout ce que... Vous avez du mal à supporter parce que vous avez du mal parce qu'on dirait que là, c'est plus le regard qui est croisé, hein, c'est autre chose qui est en train de se croiser et c'est beaucoup plus bas. Ok, on va laisser M. Zohon conclure et puis après, on peut faire les motions après. Oui. M. Zohon, allez. Je suis bien pour les motions, je l'attends. Ok, c'est bon. Alors, moi, je vais dire une chose. À la différence de M. Revoir Croisé, nous ne sommes pas dans la même... Moi, si je suis sur TikTok, c'est une volonté personnelle, c'est une mission. J'ai aucun débat à gagner avec qui que ce soit. Et ce dont je parle, c'est ce que j'ai vu, que j'ai vécu, avec mes yeux, entendu avec mes oreilles. Ce n'est pas seulement les lectures des débats, ça c'est une chose. Les lectures des rapports plutôt, ça c'est une chose. Déjà, parce que j'ai aucun débat à faire avec vous. Vous pourrez répondre tout ce que vous voulez, je n'y répondrai pas parce que moi, à la différence de vous, c'est que moi je suis capable de pouvoir ouvrir un live, de sortir des éléments concrets, preuve à l'appui et de prouver ce que je dis. Aujourd'hui, déjà c'est par accident que je suis tombé sur le live d'une part, mais d'autre part, c'est parce que vous laissez dire ce que vous étiez en train de dire. Je pense que dans mes propos, je n'ai jamais dit que tout ce que vous avez dit c'est faux, mais j'ai pris des éléments qui sont choquants et qui ne peuvent pas être acceptables et qui ne peuvent pas être comment dire, éludés ou bien diminuer tout simplement parce que vous dites « je comprends le Béninois qui souffre ». Vous ne comprenez absolument rien, sinon vous ne pourriez pas dire les propos que vous êtes en train de dire. Et personne, monsieur, fermez votre micro, restez calme.
Ici, on est entre adultes. Ce soir, on décide de, si vous voulez faire un véritable débat, ne vous hésitez pas comme un adolescent prépubère, fermez votre micro. J'attends que vous fermez votre micro pour continuer parce que votre micro est encore ouvert, tous les autres sont fermés. Merci. Donc, ce que je disais, vous savez,